Bonjour. Aujourd'hui, de nombreuses maquettes sont faites depuis des émulateurs avant d'être mises en production. Pour le réseau, on utilise des produits comme GNS3 ou Packet Tracer qui, lui, est un simulateur et est réservé à un type de matériel particulier. Pour le réseau, il existe une autre solution, c'est EVNG. EV pour Emulated Virtual Environment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur pour me retrouver rapidement. Activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Alors là, je commence avec EVNG. Vous comprendrez bien que ça va aller beaucoup plus loin que cette vidéo. Après, ça sera peut-être plus de la pratique du réseau, mais de toute façon, il y a de quoi faire. Alors EVNG, c'est ici qu'on va le retrouver sur https www.ev-ng.net. Alors bien sûr, il faudra l'installer avant de pouvoir l'utiliser. Son utilisation se fera au travers d'un serveur qui pourra être une machine virtuelle ou réelle. Alors oui, vous pouvez le comparer à GNS3, c'est un peu le même principe. J'irai même plus loin en vous invitant à le comparer, et on va y retrouver de toute façon les mêmes images, les mêmes fichiers. Ce sont les mêmes des outils qui pourront être complémentaires et que vous pourrez utiliser selon vos besoins. Ceci dit, c'est bien EVE qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vais me rendre sur le site, dans Download. Alors il existe une version pro et une version communautaire. Alors vous verrez pour la pro plus tard. Pour moi, je vais prendre Free EVE Community Edition. Alors on peut le télécharger sous deux formes, soit sous forme de OVF ou ISO. Alors sur VM, donc sur machine virtuelle, on utilise alors le fichier OVF, ou en barre métal, on installera la machine avec le fichier ISO. Alors je ne vais pas ici télécharger les fichiers, je l'ai déjà fait. Alors ça fait presque 1 giga pour l'un et pour l'autre 840 mégas. Le système est basé sur Ubuntu, donc soit on crée une VM ou on peut aussi l'installer en dur. Pour la VM, on va vraiment faire dans le plus simple, on va utiliser directement le fichier OVF. Alors le fichier OVF, c'est un modèle de machine qu'il suffit d'importer. On ouvre VMware Player, on va dans Machine, Ouvrir et on va chercher le fichier OVF. Alors ici je montre l'install rapidement car c'est vraiment du suivant. C'est juste histoire de dire que je vous ai montré l'install, il n'y a vraiment rien. Vous comprendrez bien que je vais passer 2-3 trucs au passage histoire de ne pas y passer des heures. Sur VM, c'est fait pour fonctionner sur VMware. EVE utilise particulièrement la virtualisation. Alors il est vrai que VMware Player ou VMware Workstation est plus avancé là-dessus que les autres systèmes. Au moment de l'apport, on peut lui donner un nom et choisir son emplacement. Alors ici je le fais juste par la démo, parce que de toute façon j'ai ce qu'il me faut d'un autre côté. Alors bien sûr, on va accéder au serveur au travers d'un navigateur web, ça vous l'avez déjà vu fonctionner dans mes vidéos précédentes. Alors on va leur vérifier que la machine, une fois qu'elle sera créée, sur la carte réseau, si elle est bien en bridge. Côté disque dur, on a 40 Go par défaut, alors c'est suffisant. Si vous êtes comme moi à avoir des tonnes de matériel, vous pourrez prévoir plus. Là, il suffit d'étendre le disque, et comme c'est de la VM, c'est du LVM, il suffira d'étendre juste le volume. Alors ici je mets pas grand chose en mémoire car je vais pas l'utiliser, mais c'est juste pour l'installation que je le fais. Alors on lui mettra la mémoire maximale possible, il faut pas oublier que ça va être comme du GNS3, c'est la VM qui va faire tourner tout le matériel émulé. Alors à la fin de l'installation, après reboot, il est demandé de fournir un mot de passe pour route, une IP fixe ou en DHCP, ça c'est votre choix. Si vous choisissez de mettre une IP fixe, il faudra fournir le réseau, la passerelle et les DNS. Alors on choisit si la connexion à l'internet est directe ou par proxy, mais bon ça reste vraiment du classique. Quand c'est fini on va rebooter, donc c'est vraiment pas compliqué. Avant de terminer on pourra faire un dernier test en se connectant sur la machine avec le compte route et le mot de passe que vous avez défini juste avant, ou si vous l'avez changé bien sûr. Alors on peut leur vérifier si on est bien
accès à l'internet depuis la machine au travers d'un ping. Donc par exemple, je peux faire un ping EasyNG par exemple. Alors maintenant que c'est fait, maintenant qu'elle est installée, on va pouvoir l'utiliser. Alors je pourrais aussi vous dire que vous allez retrouver toute la procédure d'installation sur le site tv.net, mais là ça serait un petit peu inutile de faire une vidéo si je me contente de vous dire ça. Mais par contre, ça peut être quand même un petit peu plus si vous avez des difficultés. La VM, c'est juste un Ubuntu avec un système de virtualisation dessus. Donc justement, si vous êtes assez à l'aise avec le système, avec Ubuntu, vous pourrez y faire toutes les modifications que vous voulez. Personnellement, j'ai déjà un serveur qui tourne avec Eevee déjà installé dessus. On accède au système par un navigateur web, par son adresse IP ou par son nom. Alors justement, ce principe d'utiliser le navigateur est bien pratique, pas besoin d'une très bonne connexion, ou même on pourra s'y connecter avec tout type de matériel. Alors on verra qu'il a ses qualités, mais sur ce point c'est déjà bien complémentaire à d'autres solutions. Alors pas besoin de configurer le serveur, le SSH est déjà activé, il est vraiment prêt à l'emploi. Du coup, même pas besoin de configurer le clavier en SSH, il s'utilisera de toute façon avec le clavier local. Alors comme indiqué, si vous vous trompez, le compte par défaut est admin et le password Eevee. On choisira la console HTML5, c'est quand même plus pratique et moins contraignant. Alors sinon vous avez des modules à installer pour le navigateur, alors c'est juste un EasyNG Win Client Pack à installer, alors il fait une 60aine de mégas, vous allez le retrouver au même endroit que le téléchargement, un peu plus bas dans la page. Alors il va installer Wireshark et Ultra VNC, donc c'est une version standard, mais à un emplacement précis lié au script. Alors attention, si vous décidez de faire un upgrade des fichiers et programmes sur le serveur, donc là je parle sur votre Ubuntu, attention, si on n'y prête pas attention, on va perdre souvent le support HTML5. Quand on est connecté, il ne reste plus qu'à l'utiliser. Après, si vous avez modifié le mot de passe et que vous l'avez oublié, alors il y a bien sûr une solution que vous allez retrouver sur le site d'EasyNG. Alors je bascule sur mon serveur, qui lui est déjà configuré suivant mes besoins, et justement on va voir comment il fonctionne. Donc le temps de m'y connecter et c'est parti. Globalement, comme on va voir, le système il est plus performant que GNS3 puisqu'on était parti avec cette comparaison. Les machines virtuelles utilisées ainsi que les divers matériels sont non seulement plus rapides, mais aussi plus stables. Là où le bas blesse, c'est la prise en main qui va être un petit peu plus compliquée. Après quelques heures, par contre, les soucis vont vite s'effacer. Mais surtout, l'initialisation n'est pas pratique pour le novice. C'est un peu compliqué de démarrer certains matériels, les pilotes utilisés ne sont pas classiques, donc on va être obligé d'aller les chercher au niveau des disquettes. Alors il y a quand même du boulot si on veut pouvoir tout utiliser. La version communautaire ne propose pas les images Docker, ce qui est un petit peu dommage, car Docker en même temps c'est bien pratique, car il consomme particulièrement peu de ressources. Alors pour l'instant on va voir de quoi il est capable, après on verra juste une connexion. Il faudra attendre une prochaine fois pour commencer à configurer le système, mais l'idée est déjà de vous en donner l'envie. Après, il y a une très bonne aide avec le produit, vous avez toutes les procédures sous forme d'auto, ici, sur EasyNG, index.php, documentation auto. De toute façon, je vous donnerai le chemin dans la description. Et si vous êtes assez aventureux avant que je fasse une vidéo, pourquoi pas vous lancer dessus. Alors ici, je vais commencer par m'y connecter. Alors bien sûr, j'ai déjà changé mon mot de passe. Je vais passer par l'une ou l'autre des versions, HTML5 ou standard. Les performances sont les mêmes avec chacun ses avantages et ses inconvénients.
Pour la sécurité du mot de passe, tout dépend de la sécurité de votre système. On pourra avoir comme ici un message d'alerte. Mais c'est du local, donc de toute façon pas de panique. Vous mettez le mot de passe que vous voulez, c'est un émulateur, alors pas de paranoïa. Comme on le voit, on va pouvoir sélectionner un projet si on en a déjà un créé. Par contre, si vous quittez l'interface en étant sur un projet, vous allez vous retrouver au même endroit à la prochaine connexion. C'est pourquoi vous avez déjà vu dans mes vidéos précédentes que quand je me connectais, je tombais directement sur le dernier projet. Je vais donc commencer par passer par un petit labo où j'ai mis quelques composants pour voir un peu ce que ça va peut donner. Donc voilà, un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir avec un peu de configuration, il y a de quoi s'éclater. Alors c'est celui que j'avais utilisé dans une vidéo précédente, donc vous l'avez déjà vu à l'œuvre. Alors je ferme, c'était juste pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Je vais juste passer par une topologie de test pour voir un peu comment ça fonctionne et ce que ça peut donner ou qu'est-ce qu'on peut lui demander. L'idée est de montrer un petit peu qu'en fonction de la RAM des processeurs, on pourra avoir des résultats un petit peu différents, mais il n'y a rien de comparable avec d'autres. Je vais tout sélectionner et tout démarrer. Là vous avez vu, il faut quand même démarrer tout le matériel de la topologie. Si je vais voir du côté serveur, on peut quand même voir une certaine activité, ce qui est tout à fait normal. Contrairement à d'autres émulateurs, il ne faut pas attendre 15 minutes que je puisse utiliser les différents matériels. Ça va assez vite, le système est quand même très fluide. Alors dans ma topologie, j'ai un switch. Ici, j'utilise de l'OpenVSwitch sur Debian, du Windows, du Linux. Bon, oui, il faut quand même un petit peu plus de 10 Go de RAM pour faire tourner tout ça. Mais ça sera en fonction des moyens que vous vous donnez pour pouvoir travailler. Je ne rentre pas dans toutes les explications entre version communautaire et pro. La version pro permet de chaîner plusieurs serveurs. On a aussi quelques options d'affichage supplémentaires. Là, je vais pas faire le tour de tout. Je vous laisse de toute façon aller voir. Maintenant que mon montage est lancé, il suffit de cliquer, on affiche. Pas besoin de plus que ça, c'est pratique quand on travaille à distance. Vous pourriez même avoir facilement le serveur chez vous et au travers d'une redirection NAT sur votre box, l'utiliser n'importe où dans le monde. On va voir que les performances réseau sont vraiment très bonnes. Une VM pourrait donc même gérer le serveur lui-même. Voire même pourquoi pas profiter d'un RDP local pour vos transferts de fichiers par exemple. Mais là on est déjà dans des applications possibles et on est sorti du système. Alors ici au niveau des connexions réseau, on reste en direct, c'est du bridge. Alors je peux faire aussi une connexion NAT par exemple, quand même. Alors comme on utilise le bridge vers ma connexion réelle, sans la version pro, donc si vous ne disposez pas de la version pro qui permet de chaîner les différents serveurs, on peut très bien travailler quand même avec plusieurs topologies, puisque vous aurez accès de l'un à l'autre au travers de votre réseau réel. Alors je vais commencer par me connecter sur l'un de mes postes clients, je vais les prendre dans l'ordre, et je vais commencer par tester ma bande passante. Alors, sur GNS3, c'est quand même un des points qui sont les plus bloquants. La bande passante n'est pas terrible. Alors bien sûr, sur GNS3, si vous savez faire un bridge, si vous savez mettre les mains dans le serveur, on arrive de toute façon à ces mêmes performances qu'ici, mais ici, il est déjà complètement configuré. Alors justement, je vais vous montrer ce que ça donne sur les 4 machines. Alors je vais faire un speed test vers l'internet. Bien sûr, le résultat est en fonction de votre connexion. Alors on peut constater quand même que la bande passante est très proche de la réelle. C'est toujours là en fonction de toute façon de votre connexion. Même si je passe au travers d'un switch, on voit que la perte n'est pas si importante que ça. Alors bien sûr, de toute façon, si vous vous limitez en RAM ou en CPU
les machines, vous aurez le résultat qui va avec. Alors justement, la performance, quand je fais mes différents essais, c'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Quand je fais différents essais sur des systèmes un petit peu plus gros, comme Nexus ou Aruba, attendre 15 minutes que le système soit démarré, ça va quand même un temps. Alors c'est sûr qu'en entreprise, les switches de ce type ne sont jamais arrêtés, le temps est quand même vu de manière différente, sauf quand ça plante. Alors on aimerait que de toute façon le système soit de nouveau tout de suite opérationnel. Après on verra dans les prochaines fois, et même un peu après d'ailleurs, il y a certaines habitudes à prendre pour pouvoir quand même travailler avec EVNG. Alors rien de très contraignant, mais il arrive encore parfois de supprimer un matériel en fonctionnement, et là c'est quand même un petit peu la misère. Et de toute façon, si je supprime un matériel en fonctionnement, généralement ça se termine, malheureusement, par un reboot du serveur. Mais de toute façon, on travaille aussi sur un seul projet à la fois, et c'est pour ça que la contrainte n'est pas si grande. Alors pour revenir aux performances de mes machines, après on reste aussi un petit peu à la liste. Une machine réelle avec 1 Go de RAM et un seul cœur, ne vous attendez quand même pas à ce qu'elle fonctionne à la vitesse de la lumière. Un Celeron sur un Ultrabook, vous n'aurez de toute façon pas tellement mieux comme résultat. Donc justement, pensez bien à faire quand même la liaison avec le réel. Quand vous avez une machine virtuelle avec 1 Go de RAM et vous avez quand même cette bande passante, là au niveau du réseau, je trouve que c'est déjà bien correct. Alors je vais terminer avec un dernier point, c'est déjà bien long comme ça, avec ce que vous pouvez faire pour l'instant. Je vais arrêter et quitter ma topologie, donc là il n'y a pas moyen de quitter une topologie si un matériel est encore en cours. Donc j'ai pas le choix, je sélectionne tout et j'arrête tout. Donc on verra aussi qu'il y a des raccourcis dans le petit menu sur la gauche. Et quand c'est fait, je peux quitter et fermer ma topologie. Et je vais ouvrir et créer un nouveau projet. Donc là, il suffit de suivre ce que je fais. Autre avantage, on pourra facilement dupliquer une topologie. Vous pouvez aussi sélectionner, importer, exporter une topologie. Bref, c'est du fonctionnement normal, mais ceux qui ont essayé avec GNS3, c'est quand même pas aussi facile. Alors attention, je compare, mais l'un comme l'autre ont leur avantage. On est sur des produits complémentaires. J'utilise les VNG depuis quelques temps, mais c'est pas pour autant que je n'utilise plus GNS3. Pour mes prochaines vidéos, j'utiliserai probablement encore un peu plus VNG, que vous puissiez voir un peu les possibilités. Alors je vais passer aussi un peu de temps à expliquer comment le configurer, mais l'un comme l'autre, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Dans ma nouvelle topologie qui est créée, je pourrais pas aller beaucoup plus loin, vous allez voir que sans configuration, c'est quand même bien limité, mais la configuration, c'est encore pour quelques autres vidéos. Donc je vais partir d'une topologie vierge, comme pour tout ce type de programme. Donc soit je vais passer par plus, ou je peux passer par un clic droit à l'emplacement voulu. Puis je vais commencer par mettre une connexion réseau pour attacher mon système au monde réel. Alors là, c'est une explication sur le fonctionnement que je donne, c'est pas du réseau, celui qui a des difficultés. Par exemple ici, je vais parler d'adresse IP, je vous laisse aller voir mes autres vidéos sur le sujet. Là, je vais commencer par sélectionner une connexion par bridge. Finalement, le réseau que je vais utiliser dans ma topologie sera le même que mon réel. Puis je vais ajouter un nouveau matériel. Comme vous commencez, vous n'aurez qu'un seul matériel de disponible, c'est VPCS. On parle de nœud réseau. Donc là aussi, j'ai déjà configuré mon système. Là, le vôtre va apparaître avec une liste complète de composants, mais seuls les composants en bleu peuvent être employés. Et alors, je n'ai pas forcément grand chose, mais bien assez pour travailler
et faire pas mal de choses. On peut même en ajouter si on veut, mais ça c'est pas pour maintenant, ça sera pour plus tard. Et on va placer un VPCS dans la topologie. Alors bien sûr, on peut changer l'icône. Ici, pas moyen de changer le nombre de cartes réseau, parce que justement, c'est du VPCS. Vous verrez que quand vous aurez vos propres matériels, on peut faire quand même pas mal de choses. Alors il faut cliquer sur Save pour que le matériel que j'ai pris, que j'utilise, que je veux utiliser, soit pris en compte. Puis je vais devoir le relier à mon réseau. Alors déjà, il y a une première habitude à prendre, c'est qu'on ne peut pas relier deux devices entre eux s'ils ne sont pas arrêtés. Donc il faut absolument que les deux devices soient arrêtés pour pouvoir les relier entre eux. Alors au début ça peut surprendre, mais après 2-3 essais, c'est le genre de choses qu'on va relativement bien intégrer. Puis je vais le démarrer. Alors bien sûr la connexion réseau ne se démarre pas et ne s'arrête pas. Ça fait partie intégrante du système. Un VPCS est un système minimaliste. Le DHCP ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait. Là, ça c'est pareil partout. Alors il faut mettre une adresse IP si on veut le voir fonctionner. Donc j'ai plusieurs solutions. Je peux mettre juste une adresse IP avec IP 192.168.1.100/24 par exemple. Ou je peux remettre la même chose avec le 1.100/24 avec une passerelle derrière 192.168.1.1. Donc là je vais lui donner l'adresse IP en /24 et ma passerelle qui va derrière. Et puis je peux aussi, forcément si je veux pouvoir l'utiliser et pouvoir l'essayer, je peux lui fixer les DNS avec un IP DNS 8.8.8.8 espace 8.8.4.4. Donc là c'est pareil, vous pourrez trouver facilement de l'aide justement pour le VPCS. Alors VPCS aussi classique et commun, donc celui qui sait le faire sur GNS3 n'y verra rien de nouveau. Et puis une fois que mon VPCS a récupéré l'adresse IP, il ne me reste plus qu'à tester avec un ping du 192.168.1.1, donc qui est ma passerelle, ou un ping de heavyng.net par exemple. Et alors quand c'est fait, si vous ne gardez pas la topologie, ou si vous supprimez le VPCS, surtout n'oubliez pas de l'arrêter. Alors même si ça peut encore m'arriver une fois de temps en temps, il y a quand même des habitudes qu'on va arriver à prendre facilement, parce que quand vous allez avoir planté une ou deux fois le système où vous n'arriverez plus à reprendre un nouveau nœud parce que tout simplement votre VPCS ou tout simplement le nœud que vous avez supprimé tourne toujours en arrière-plan, eh bien on prendra justement l'habitude de l'arrêter. Donc là ici je vais pas arrêter mon serveur justement parce que je l'utilise, mais on l'arrêtera facilement en se connectant en SSH, puisque le SSH est activé par défaut, avec le compte route dans la console du système, avec un init espace 0. Donc là ici si vous ne l'avez pas configuré, vous ne risquez pas trop à l'arrêter comme une brute, mais quand on y a déjà passé quelques heures, eh bien de toute façon, généralement, on l'arrête proprement. Bon, tout ça est un peu nouveau. Si vous avez vu HeavyNG en action dans ma dernière vidéo, je pense que de toute façon vous êtes convaincu de la nécessité de le découvrir. Alors bien sûr, ici je le compare beaucoup avec GNS3, même si on aurait aimé une version un peu plus complète pour HeavyNG dans sa version communautaire, il y a déjà de quoi faire. Mais surtout, tout dépend de l'utilisation que vous désirez en faire. Pour de la formation ou de la montée en compétences personnelles, j'avoue ne pas avoir besoin de plus que ça. Après, on trouve aussi quelques astuces pour utiliser Docker sur la version communautaire. Bon, mais là, j'y parais pas jusque là, j'en ai pas vraiment l'utilité, et puis ça reste du bricolage. Par contre, 100$ par an pour la version minimale pro, pour de l'émulation, bon pour les entreprises qui font beaucoup d'études, peut-être, ou les grandes entreprises, ouais,
ou les centres de formation. Oui, bien sûr, ça peut être intéressant, mais pas plus. Dans une prochaine vidéo, je montrerai comment configurer et ajouter des devices. Alors vous avez bien sûr les how-to. J'ai mis le lien dans la description. Alors très peu de vidéos montrent par contre comment faire. Ça s'arrête bien avant ce que j'ai montré ici. Alors comment mettre en place un device? C'est encore facile. Configurer un routeur Dynamips, bon, là même avec la how-to, c'est quand même pas forcément aisé. Alors c'est pas forcément insurmontable, mais c'est pas facile si on veut avoir quelque chose de fonctionnel. Mais justement, ce que je disais, c'est que après il faut faire le pour et le contre, et vous pouvez me croire que passer quelques heures sur la configuration, ça vaut quand même le coup. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/sjpinfo. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos suggestions, laissez-moi vos impressions. Et on se dit à bientôt.